Bonjour à tous, ce mois-ci pour le gros dossier, nous allons retracer les élections américaines qui, outre-Atlantique, ont rythmé l'année 2020 et le début de l'année 2021. Notre approche sera chronologique, on va partir du 1er janvier 2020 et retracer la campagne et les événements qui l'ont un peu bouleversé jusqu'à l'investiture de Joe Biden. Mais avant ça, on va expliquer les bases, le système électoral et le contexte. On est parti. J'en ai déjà parlé sur la vidéo sur John Fitzgerald Kennedy, mais un rappel ne fait pas de mal. Outre-Atlantique, les élections ne sont pas au suffrage direct. En France, les citoyens américains élisent des grands électeurs et devant le Congrès des États-Unis vont élire le président. Le Congrès, lui, est l'union de deux entités législatives, le Sénat et la Chambre des représentants. Les grands électeurs sont répartis en fonction des États et en fonction du nombre d'habitants par État, avec un minimum de 3 grands électeurs par État. Alors, quand un candidat arrive en tête dans un État, il remporte tous les postes d'électeurs. Et ce, même s'il n'y a pas la majorité. Si le premier candidat a 45% des voix, il remporte tout de même 100% des grands électeurs. Ce constat fait partie des problèmes du système car en 2016, et c'est arrivé 5 fois auparavant, le candidat qui remporte les élections n'était pas celui qui avait le plus de voix. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a majoritairement 2 grands candidats à chaque élection. Il n'y a pas de premier et second tour et il n'y a pas pléthore de candidats. Et du coup, comment on peut arriver au fait que le premier candidat ait 45% des voix ? C'est simple, ça peut arriver dans des États où il y a plus de 2 candidats, et surtout, il faut savoir qu'aux États-Unis, les bulletins de vote ad hominem sont autorisés. Ça veut dire que si aucun candidat nous plaît, on a le droit de mettre un bulletin de vote vierge où on a écrit nous-mêmes le nom d'un candidat. Et ces votes sont comptabilisés. Une fois qu'on a bien intégré tout cela, tous ces petits détails, on peut commencer à aborder la campagne électorale de 2020 avec un constat sur la situation au 1er janvier. Il n'y a pas de candidat officiel, ni du côté démocrate, ni du côté républicain. Pour ceux qui dorment dans le fond de la pièce, républicain c'est plus politiquement à droite et démocrate c'est politiquement à gauche. Je ne parlerai pas des autres partis et autres candidats car ils sont extrêmement minoritaires autant dans les voix que dans la représentation. Je vous affiche juste leur visage et leur nom rapidement pour qu'au moins vous puissiez voir le panel complet. Pour nos 2 candidats, on est sûr très rapidement, il n'y a pas vraiment de doute sur qui seront finalement ces 2 candidats. Notamment le premier, ce sera pour Donald Trump, car il n'y a pas de réelle opposition dans son propre parti, et étant le président sortant, c'est normal qu'il soit prioritaire sur une représentation. Pour Joe Biden, c'est moins facile. Il faut savoir pour Joe Biden qu'avant de se présenter, il a été le vice-président sous la présidence de Barack Obama, donc il a une bonne expérience. Ça va jouer en sa faveur, mais il passera quand même par des primaires assez disputées au début contre Bernie Sanders, un sénateur américain. C'est en mars que le doute sera levé et que Joe Biden portera le camp démocrate. Le mois de mars, en plus de l'assurance que Joe Biden sera le candidat démocrate, on commence les levées de fonds. Et c'est aussi le départ de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis, ce qui va être générateur d'énormément de débats, et ce ne sera pas le seul sujet compliqué de cette année 2020. Mais revenons à la première étape du mois de mars, les levées de fonds. On va parler d'argent, de flouze, d'oseille, et on peut dire que là il y en a. Au cours de l'année 2020, pour les campagnes électorales, c'est près de 13 milliards d'euros qui vont être dépensés, soit 40 $ par habitant, soit plus que le PIB du Kosovo, de Monaco, du Monténégro ou encore du Bénin. C'est énorme. Mais alors, moi il me vient 2 questions auxquelles on va répondre. La première est d'où vient l'argent, et la seconde c'est pourquoi autant d'argent, à quoi elle sert. Alors, dans tout ça, il n'y a pas de fonds publics, mais uniquement privés. Plus de la moitié vient de donations personnelles, de gros ou de petits donateurs. Il y a aussi, pour l'autre moitié, des entreprises et des fonds d'investissement. Si on veut comparer avec la France, pour les dernières campagnes présidentielles, on a atteint plus de 70 millions d'euros de dépensés, tous candidats confondus. Ça fait plus d'1 euro par habitant, soit environ 40 fois moins qu'aux États-Unis. Il faut savoir que dans notre pays, une partie des fonds utilisés pour la campagne est remboursée. C'est donc indirectement de l'argent public qui est dépensé. Mais alors, aux États-Unis, à quoi sert cet argent ? Contrairement à la France, il n'y a pas de compte de campagne public, puisqu'il n'y a pas de remboursement par l'État. Mais on sait certaines choses. Alors je vous affiche déjà une courbe d'augmentation des frais de campagne, du budget des campagnes ces dernières années. Et du coup, on peut se baser sur quelque chose qui est indépendant des élections, c'est pareil à chaque élection. Mais du coup, quand on voit cette évolution, on peut se dire qu'il y a des frais qui sont similaires d'une élection à l'autre, comme les frais de déplacement. Ils n'ont pas quadruplé leurs déplacements pour faire leur campagne. Mais, ce qui a changé et ce qui a généré un surcoût énorme, c'est la communication. Que ce soit les goodies, une image de marque, mais aussi, il faut savoir que plus de 3 milliards de dollars ont été dépensés pour la communication sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc ces 3 milliards dépensés par des entreprises et des donations aux partis politiques sont réinjectés entre Google, Facebook et les autres principaux réseaux sociaux. Finalement, des entreprises donnent pour que ce soit retourné à d'autres entreprises. Ces 13 milliards finalement ne font que passer. Bon, revenons à notre chronologie. On est en mars et la crise du Covid arrive
Et Trump va à contre-courant par rapport à ce qui se passe en Europe et dans le monde. Il refuse le confinement, il refuse des gestes barrières, refuse des mesures sanitaires conseillées. Mais les gouverneurs et les États vont décider quand même de générer des confinements localisés, des gestes barrières, mais ça dépendra beaucoup de l'État. Et cela va générer une crise économique majeure dans le pays et une crise d'emploi, une crise chômage, qui provoque une récession économique, et il sera obligé mi-mars de déclarer l'état d'urgence sanitaire dû aux gouverneurs qui le déclarent dans leurs États. La pression est mise sur Donald Trump, mais il va rester assez flou et surtout très axé sur une non-interférence de l'État dans la crise sanitaire. Cela va être une grosse zone de problème pour sa campagne, une source de reproches et un premier sujet de conflit entre les deux candidats, puisque Biden, lui, va promouvoir une intervention forte de l'État et des mesures strictes. En avril, il devient le pays le plus endeuillé du monde, ce qui provoque de plus en plus de critiques envers le président en place. Sa lignée ne changera pas, alors qu'en parallèle, Joe Biden ne cesse de demander des mesures nationales fortes. L'Amérique verra comme l'Europe une baisse du virus à la fin du printemps, mais une nouvelle polémique va secouer le pays et va influer sur les élections. Il s'agit de la mort de George Floyd. Alors, sujet compliqué qui suscite beaucoup d'émotions, donc je vais parler de faits bruts et je ne vais pas vous présenter les événements du 25 mai car tout le monde les connaît, mais sur ce qui va impacter derrière. On va parler vraiment de faits. Aucun avis, aucune interprétation ne sera faite. Si vous voulez échanger avec moi sur ce sujet, l'espace commentaire est toujours disponible. Après le décès de George Floyd, il suit de nombreuses manifestations organisées par le mouvement Black Lives Matter. Il va réunir plus de 20 millions de personnes aux USA et va générer des manifestations dans le monde entier, en France, en Angleterre notamment, avec des statues qui seront déboulonnées. Aux États-Unis, ces manifestations vont être soutenues par Biden et dénoncées par Trump. Et ces positions vont rester figées. Malgré des violences qui vont être générées par ces manifestations, on note des pillages, des incendies volontaires et pas mal de dégâts, dégradations de la voie publique qui vont être causés par les manifestants et par des confrontations manifestants-police. Voilà pour les faits. Cela va éloigner les groupes militants de droite comme de gauche. Les citoyens de gauche vont être de plus en plus anti-Trump et notamment vont être militants Black Lives Matter, alors que les pro-Trump vont de plus en plus être contre les militants et les manifestations du mouvement BLM en dénonçant les violences. Ceci est un terreau parfait pour des violences et de plus en plus de grands conflits internes. Les deux candidats auront même des mots durs sur les idées adverses. La séparation entre Biden, représentant de la gauche, et Trump, représentant de la droite, est alors à son paroxysme et causera même des affrontements et des décès comme ceux survenus le 29 août. On arrive au mois de septembre et se déclenche le sprint avant les élections. Multiplication de meetings, de discours et même des débats entre les deux candidats, comme celui du 29 septembre, débat sans réelles idées de fond que la presse française et internationale va comparer à des débats que l'on retrouve dans des bars au milieu de la nuit. En ce qui concerne les meetings, c'est un rythme très élevé outre-Atlantique. Par exemple, Trump parcourra 5 États en une seule journée. Je parle ici du candidat Trump, mais c'est pareil pour Joe Biden, même s'il a privilégié les solutions sans rassemblement majeur. Cette multiplication de meetings est encore plus marquante dans d'anciennes élections où il n'avait pas le coronavirus. C'est quelque chose qui est très bien présenté dans la série House of Cards notamment. Quelques jours après, Donald Trump sera testé positif au Covid. Il s'en servira comme argument électoral, mais sans réel succès positif. La campagne bat son plein avec des méthodes qu'en France on ne voit pas forcément. Les candidats passent autant de temps et dépensent voire plus d'argent à critiquer leur adversaire qu'à défendre leur programme. Je vous affiche quelques exemples de campagnes de com qui ont été faites pour détruire la confiance envers l'autre candidat. On arrive au jour des élections et là, c'est une débâcle. Les sondages se sont trompés, les résultats sont très serrés. Et il faudra plusieurs jours de recomptage rythmés par des démarches administratives, l'arrivée de votes à distance et ce pendant une semaine. Trump se déclare gagnant très tôt et criera à la fraude et voudra interrompre les recomptages, interrompre l'arrivée des votes, bref, une campagne administrative qui a lieu juste après la campagne politique. Trump refusera sa défaite pendant longtemps et on peut le dire à ce moment-là, c'est assez le bordel. Il faut attendre près d'une semaine donc pour enfin avoir un début de réponse. Biden est donné gagnant et gagne l'élection. Cependant, son adversaire saisit la Cour suprême dans le but d'annuler des voix ou de considérer les votes à distance frauduleux. Bref, il tente le tout pour annuler le résultat et garder sa place. Petite parenthèse pour parler du vote à distance, qui pendant longtemps a eu lieu en France et a été aboli dans les années 70 car considéré comme source de fraude. Et la France est un exemple parmi tant d'autres. Les États-Unis ont gardé ce vote malgré tous les soupçons. Ce que je dis ne prouve pas qu'il y a eu fraude aux États-Unis, c'est juste un fait. Toutes les tentatives de Trump sont vaines.
et il perd ses soutiens et son parti, car son acharnement ne plaît pas à tout le monde. Il attise la haine de ses adversaires et même de ses anciens acolytes. Et tout ça va éclater le 6 janvier. Suite à des propos de Trump, des militants envahissent le Capitole avec des images marquantes comme celle du drapeau confédéré qui vient de la guerre de sécession, guerre dont on parlera sur la chaîne plus tard. Ces événements ont causé des dégâts humains avec 5 morts. Le monde entier va s'insurger de cela. Certains vont appeler ça une tentative de coup d'État, d'autres un coup de pression. Certains vont même jusqu'à appeler ça une tentative d'un homme perdu, bien que Donald Trump se sera désolidarisé de ses actes. Cette situation va surtout montrer la situation interne des États-Unis qui est le déchirement de la population. Déchirement qui n'est pas prêt d'être réparé et qui va nécessiter énormément de travail pour le prochain président Biden, si tant est qu'il y ait quelque chose à faire. Alors, pourquoi le 6 janvier ? Cette date n'est pas un hasard. Au Capitole, le vote des grands électeurs était révélé dans le but de rendre officielle la victoire de Joe Biden. Le dépouillement a dû être décalé à cause des militants pro-Trump, mais le décalement de ce dépouillement ne va pas décaler la date de l'investiture qui, traditionnellement, a lieu le 20 janvier de l'année d'après les élections, et ce sera le cas en 2021. Donc le 20 janvier 2021 a lieu le dernier événement de notre périple, l'investiture de Joe Biden. Investiture qui sera marquée par la non-présence du président sortant, ce qui est très très rare, parti un peu plus tôt, dirons-nous, par la petite porte de la Maison-Blanche. Biden devient le 46e président des États-Unis d'Amérique pour les 4 prochaines années. Même si c'est officiel pour Biden, le combat n'est pas fini, car les démocrates ont lancé des démarches administratives contre Donald Trump suite aux incidents du Capitole. Le but de ces démarches est de rendre Donald Trump inéligible, et donc d'empêcher un possible retour de l'ancien président aux prochaines élections, car à première vue, il n'a pas laissé tomber, loin de là, affaire à suivre. Et voilà pour notre gros dossier de février. Il est maintenant fini, j'espère qu'il vous a plu. Je vous laisse le soin de me dire en commentaire vos avis. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager la vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.